Bismillah. Les vents glacés soufflaient sur Tanet Turktak, et la puanteur salée de la mer emplissait les narines de Suron, tout au long des jours et tout au long des nuits, car les eaux montaient tandis que sombrait la lune. Les vents glacés effilochaient les nuages au-dessus de Tanet, tantôt porteurs de neige, tantôt de pluie brûlante, tantôt se contentant de faire des vagues sur la mer. Ses longs cheveux flottants au vent, Suron Riel Jiriak tenait les yeux fixés sur la lune, et au-delà, sur Cadel Star, étoile jadis si lointaine, car Tanet était le dernier monde sur la frange. Il y avait beaucoup d'étoiles géantes dans le ciel à présent, qui bientôt ne feraient plus qu'une masse énorme avec leurs planètes. Tanet aussi allait en faire partie. De la plus haute tour de la ville où il se tenait, Suran pouvait voir les montagnes éloignées. Il venait de modifier sa vision afin de mettre en relief un endroit qui l'intéressait. Il était certain d'avoir encore vu quelque chose s'y déplacer, mais le vent balayait la neige sur les pentes, c'était peut-être tout ce qu'il y avait vu. Il se retourna pour jeter un coup d'œil sur les tours élancées de la ville qui s'appelait Rianvamei, ultime espoir, une ville qui était aussi une machine. Suran avait construit Rianvamei et lui avait donné son nom. Elle avait été destinée à faire de Tanet un monde complètement indépendant de son soleil, à l'arracher à l'attraction de la masse avant que celle-ci ne devienne trop puissante, à traverser l'espace intergalactique pour trouver une galaxie encore stable. On avait choisi ce monde vigoureux de la frange pour cette expérience, parce que c'était le dernier monde habitable aux frontières galactiques. La galaxie était condamnée à subir un changement monstrueux, où rien ne resterait de ce qui avait été. La galaxie se condensait. On l'avait su depuis que les savants avaient fini par déchiffrer la nature des géants obscurs qui occupaient le centre de la galaxie. Des méga-quasars dont la masse était si énorme que même les photons ne pouvaient s'en échapper. Toute particule qui entrait dans leur champ de gravité contribuait à accroître leur masse. La galaxie tout entière était englobée dans ce champ à présent. Les soleils avec leurs satellites étaient tous attirés inexorablement, tandis que les méga-quasars ne formaient plus qu'une masse unique, si vaste qu'on n'avait pu lui trouver de qualificatif. Pour ceux qui y faisaient tant soit peu allusion, c'était tout simplement la masse. Suran se remit à observer le ciel, tandis que le jour s'assombrissait rapidement. Son projet avait échoué lorsqu'il devint clair qu'il était trop tard. Rian Vamei était la machine la plus raffinée jamais inventée par l'homme, capable de fournir un environnement artificiel complet, de déplacer une planète aussi facilement qu'un astronef. On ne lui avait jamais donné l'occasion de remplir les fonctions auxquelles elle avait été destinée. Tout ce dont elle était capable à présent, c'était de retarder de quelques jours l'inévitable collision. À peine fonctionnait-elle encore en tant que ville, car la plupart de ses habitants l'avaient quittée quand ils avaient compris l'échec des plans de Suron. Ils avaient essayé de rejoindre leur planète mère avant que celle-ci ne fût engloutie par leur soleil, lesquels seraient engloutis à leur tour par de plus gros soleils avant que la masse elle-même n'engloutît le tout. Suron était resté sur Tanet, car c'était devenu son monde. Il l'aimait, et celui qui aimait Suron était resté avec lui. Le développement du processus avait été progressif dès le début, à peine décelable quelques millénaires auparavant, ce qui allait se produire était devenu depuis un millier d'années parfaitement clair. Le dernier siècle avait vu la moitié des soleils et des planètes de la galaxie absorbés par la masse. À leur tour, les soleils et les planètes de la frange se rapprochaient les uns des autres. Encore quelques jours, pensa Suron, et nous ferons notre dernier voyage au centre de la galaxie. Et dans moins d'un an, si les théories des savants sont exactes, la masse va succomber sous l'effet de sa propre gravité, et le processus anthropique va recommencer. Nouvelle étoile, nouvelle planète, un nouveau cycle. Le même cycle allait-il se répéter? Se demandait Suron. La galaxie était-elle programmée pour se créer et se recréer durant l'éternité? L'humanité allait-elle renaître et rebâtir son histoire pour la millionième fois peut-être?
Au sommet de la plus haute tour, son corps pâle exposé aux éléments qu'il savourait, Suran regardait les eaux. Elles avaient déjà atteint quelques-uns des édifices les plus éloignés. Il reporta son regard sur la lune qui dominait maintenant le ciel. Elle était un peu plus proche qu'elle ne l'avait été la veille. Tout comme Tanit était un peu plus proche de son soleil, tout comme les étoiles étaient rassemblées en un groupe légèrement plus dense. Plus beaucoup de temps, pensa-t-il. La nuit brève touchait à sa fin. De bleu foncé, le ciel devint violet, puis vert pâle. Les nuages se poursuivirent à l'horizon avant de disparaître. Le soleil pointa derechef et Suran sentit immédiatement sa chaleur. Il y eut un bruissement derrière lui, ainsi tout cela n'aura servi à rien. Mr. Burnson posa doucement sa main sur le bras de Suran. Le soleil s'est rapproché, Suran. Suran se tourna vers son époux et lui sourit. J'ai rêvé cette nuit, j'ai rêvé des hommes. Qu'est-ce qui n'a servi à rien? Musson s'approchait de la balustrade. Comme celle de Suran, sa peau était transparente, laissant voir les veines et les organes de son corps hermaphrodite, ses cheveux pâles ondoyés dans le vent chaud. Les luttes, les souffrances et la mort, tous les efforts de ceux qui aspirèrent à aider l'humanité à atteindre la paix et la sécurité que nous avons acquises si récemment, tout cela en vain, Suran. L'humanité a été trompée. Au moment où elle triomphe de sa condition, la moralité, l'environnement, la nature continuent à lui jouer ses tours. Elle parvient à trouver un moyen de la faire disparaître. Suran sourit. Voilà une vue quelque peu anthropomorphique de l'univers. N'est-il point assez de savoir que, en fin de compte, l'humanité a triomphé, atteint ce que les anciens nommaient l'état de grâce? Et l'affection que nous partageons n'est-elle pas une sorte de revanche pour tous ces millénaires de combat? Messon baissa la tête. Peut-être. La tour trembla, le ciel s'assombrit, tandis que de nouveaux nuages déferlaient à l'horizon. Le grondement de la mer noya le bruit du vent. Suran posa l'extrémité d'un doigt effilé sur la balustrade et traça un signe. La morsure du vent et le mugissement des flots se turent, coupés net par un champ énergétique qui formait un dôme invisible au-dessus de la tour. Dans le silence tout neuf, Suran et Misron se contemplèrent profondément de leurs yeux immenses. Mais nos enfants sont morts, dit enfin Misron. Quelques 50 ans auparavant, chacun d'eux avait mis au monde, en même temps, l'enfant de l'autre. Les deux enfants étaient restés sur la planète de leur naissance, et tous les deux, à présent, n'étaient plus que cendres. Suran avait accepté ce fait sans amertume, mais Misron, dont le tempérament était complémentaire de celui de son époux, continuait à en souffrir. Suran lui apportait son réconfort, sans prononcer une parole, il lui exprimait sa compassion, et de la même façon, Misron lui signifiait sa gratitude. La tour chancela à nouveau. Raconte-moi ton rêve sur l'humanité, le pria Misron. Je ne me souviens plus des scènes, seulement de l'ambiance. Je me tenais ici même quand j'ai eu ce rêve, puis je me suis éveillé. Misron, et j'étais heureux. Cela tu l'as partagé avec moi. J'aimerais avoir un tel rêve, mais mes rêves, quand j'en ai, ne parlent que de conflits et de calamités. Suran désignait les montagnes. À la suite de mon rêve, j'ai cru voir quelque chose se déplacer sur ces pentes là-bas. Peut-être cela aussi faisait-il partie du rêve. Je pense que oui. Nous sommes les deux derniers êtres vivants sur Tannet. Il n'y a pas d'animaux non plus. Nos ancêtres s'en sont chargés. Et pourtant j'ai eu comme une impulsion d'aller vers les montagnes pour voir. C'est trop dangereux, Suran. L'énergie de la cité tout entière s'emploie à résister à l'attraction de notre soleil et à empêcher la lune de tomber sur nous. Si tu t'éloignes, tu ne seras plus protégé. Je sais. Suran prit la main de Misson et prononça une parole, un murmure. Ils furent transportés au cœur de la tour, dans une chambre dont la lumière douce changeait sans cesse, émettant des rayons nutritifs dont leurs organismes se nourrissaient. Puis doucement, tendrement, ils firent l'amour, s'effleurant à peine tandis qu'ils dansaient à travers la pièce le ballet aérien de leurs émotions. La tour trembla une fois de plus et la lumière vacilla un instant avant de reprendre ses jeux de couleurs. Misson s'arrêta soudain de danser et Suran vit apparaître sur son visage les symptômes d'une émotion oubliée, la peur. Il nous faut accepter cela, Misson, dit-il. Nous avons baptisé cette ville.
ultime espoir, car nous ne pouvions nous empêcher de conserver cet espoir au cœur. À présent que même l'espoir est perdu, il nous faut l'accepter. Je ne peux pas, murmura Misron. Je ne peux pas, Suran. Suran traversa la pièce et l'étreignit. Va dormir, suggéra-t-il. Fais disparaître le monde extérieur complètement. Cela te guérira peut-être. Je n'ai pas fait cela depuis l'enfance. Eh bien, fais-le maintenant, Misron. C'est ainsi que le sommeil a aidé nos ancêtres, quand ils ne pouvaient plus supporter la réalité et tout ce qu'elle impliquait. C'est pour cela qu'ils dormaient. Je vais essayer. Suran traça un signe particulier sur le mur de lumière. Au centre de la pièce, l'air frémit, bruissant, et un lit apparut. Misson s'approcha de la couche et s'y allongea sans quitter Suran des yeux. Ferme les yeux, dit Suran, et Misson les ferma. Je viendrai te réveiller, lui promit Suran. Suran retourna au sommet de la tour, clignant des paupières dans la lumière trop vive. Il fit s'assombrir le dôme afin de pouvoir scruter le paysage. La neige avait fondu sur les montagnes. La mer houleuse se balançait en cerclant les tours les plus basses. Le monstrueux soleil cheminait à travers le ciel. Suran concentra son regard et le versant de la montagne sembla se rapprocher. Il inspecta soigneusement, un à un, les rochers ocres, les coulées d'ambre obscures, les fentes du sol, mais seuls les ombres changeaient de place tandis que le soleil poursuivait sa course inexorable. C'est alors que, ayant tourné son regard vers les pentes les plus élevées, il vit une ombre qui se déplaçait en direction opposée. Elle disparut soudain derrière un des énormes pans de roc attachés au flanc de la montagne par les récentes secousses sismiques. Il y avait donc là-bas, en fin de compte, une créature vivante, un homme. Suran était certain qu'aucun homme ne pouvait survivre à cette chaleur, à moins d'avoir des vêtements protecteurs. Un visiteur alors, venu d'un des mondes intérieurs. Impossible. Aucun astronef ne pourrait supporter les gigantesques forces d'attraction qui existaient maintenant dans l'espace, et plus aucun transmetteur de matière ne fonctionnait sur Tanet sur Tac. Il se demanda si la créature venait d'une galaxie voisine. Il finit par prendre une décision. Sans quitter la montagne des yeux, il attendit patiemment le soir. Il ne faisait jamais plus vraiment nuit sur Tanet, mais finalement, le soleil atteignit le bout de l'horizon. La lune commença à hisser son corps monstrueux au-dessus des montagnes. Le ciel devint bleu foncé et les étoiles réapparurent. C'est alors que Suran quitta Rion-Vamey, la ville machine de l'ultime espoir. Sur son dos nu, il avait fixé un léger champ de force portatif qui le protégerait des éléments et le propulserait au-dessus des rochers. Flottant à quelques pouces du sol, il se téléporta contre le vent tandis que d'épais nuages obscurcissaient le ciel, apportant la première neige du soir. Suran augmenta la température de son corps pour contrecarrer les effets du froid, et quand ils atteignirent ses épaules, les flocons de neige se mirent immédiatement à fondre. Derrière lui, la ville avait changé de couleur. Nimbée d'une étrange teinte orangée, Suran savait qu'elle avait pratiquement épuisé ses ressources. La mer recouvrait la plupart des tours, et celles qui étaient encore debout avaient recommencé à trembler et à osciller. Suran avait atteint les premiers contreforts de la montagne et il commença son ascension. Le ciel était maintenant d'un violet éclatant. Le vent déchiquetait les nuages, si bien que la lune était redevenue visible. Suran eut l'impression qu'il pouvait presque la toucher rien qu'en levant le bras. Elle écrasait le paysage. Scrutant les ombres, il crut voir une forme mouvante se déplacer presque au faîte de la montagne. Il augmenta sa vitesse. Il atteignit le sommet. Le vent était maintenant si violent qu'il fut obligé d'utiliser davantage d'énergie pour éviter d'être arraché à la position qu'il occupait. La lune, menaçante, semblait occuper la totalité du ciel, comme prête à l'écraser. Un quadrupède anthropomorphe émergeait de derrière un rocher juste sous lui. Il se cramponnait à la pente, son corps velu givré de neige, sa fourrure plaquée par le vent. Il posa sur Suran ses yeux intelligents et Suran le reconnut. Il en eut le souffle coupé. L'anthropoïde bougea la tête et le fixa avec circonspection. Il ouvrit la bouche et parla, mais le vent noya ses paroles. Suran descendit la pente vers la créature. Elle battit en retraite et disparut. Suran vit que le rocher cachait une fissure au flanc de la montagne, une caverne. Sans hésiter, il en franchit le seuil à son tour
Il y avait de la lumière. La caverne était artificielle. C'était une pièce. Il y en avait probablement beaucoup d'autres. Et ce qu'elle contenait avait été en grande partie éparpillé ou fracassé par les secousses sismiques. À quatre pattes, la créature traversa lourdement la pièce, contournant sa litière, et s'assit sur une chaise à la forme étrange. Elle considéra Suran avec gravité. Je croyais votre espèce disparue, fit Suran. Il fronça des sourcils. Comprenez-vous ma langue? La réponse fut claire, assurée, musicale. Je la comprends. On a fait disparaître mon espèce, elle a été détruite par la vôtre, il y a de cela bien longtemps. Je l'ignorais, dit Suran. Nous avions la végétation et la beauté, nous avions la paix. Il y a des siècles, votre peuple est arrivé, le feu au point. Il a anéanti tout ce qui était beau dans les flammes. Il a tué tout mon peuple sauf moi. J'ai trouvé une cachette profonde sous la terre. Puis ils sont partis. Jamais je n'ai pu découvrir pourquoi ils avaient détruit notre monde. Comment se fait-il que vous ayez appris notre langage? Un voyageur, l'être fit un geste de la main et Suran vit un crâne. C'était un crâne d'homme pré-hermaphrodite. Il devait avoir des siècles. Vous l'avez tué? Il est mort. Je crois que nous étions amis. Ne savait-il pas pourquoi votre planète avait été brûlée? Il m'a parlé d'une guerre. Il m'a dit que, sans doute, ce monde avait eu potentiellement une position stratégique importante. Quelque chose comme cela. Il m'a dit que s'ils avaient été au courant de notre existence, ils n'auraient peut-être pas brûlé la planète. Mais il présumait que les créatures qui marchent à quatre pattes ne sont pas intelligentes. Encore que je ne vois pas le rapport entre les deux faits. Nos ancêtres ont fait jadis une distinction entre les êtres qui raisonnaient comme eux et ceux qui étaient moins portés à se poser des questions. Ceux qui étaient contents de leur sort ont été détruits. Ainsi en fut-il. Mais vous, vous avez survécu toutes ces années? Oui, mais seulement pour mourir avec ceux qui m'ont volé mon bonheur, semble-t-il. Cette catastrophe est-elle aussi un autre de vos faits? Je ne pense pas. Je m'appelle Suran Riel Giriac. Et moi, Morley Koish Kairi. Alors, quelle est la cause de tout ceci? Suran lui expliqua. L'anthropoïde semble amusé. Ainsi personne n'a gagné. Voilà que vous arrive ce qui nous est arrivé. Avec une différence, il n'y aura personne pour se souvenir de l'humanité quand elle aura disparu. C'est tout ce qu'elle mérite. La caverne frémit. Probablement. Vous n'êtes pas comme mon ami. Morley montra le crâne d'un geste. Vous êtes plus calme. Vous ne lui ressemblez pas. Notre race avait commencé à évoluer en une espèce tout à fait différente. Comme vous, nous sommes pratiquement immortels. Il n'y avait plus de conflits entre nous, plus d'ennemis pour nous menacer. Nous avions consacré notre temps à nous adapter à ce que vous voyez devant vous. Nous aurions continué à changer, mais il fut une pause. Nous avions pris l'habitude de l'amour, poursuivit-il, et oublié l'habitude de la haine. Je n'ai pas encore appris à haïr, dit Morley. Il est trop tard maintenant. Je suis désolé. Pensez-vous qu'il soit bon de haïr? Je pense qu'il est bon de connaître tous les sentiments. Le regard de Suran revint au crâne. Morley brossa de sa fourrure la neige fondue. Son expression était rêveuse. Il y avait de la musique, dit-il. Cela fait si longtemps que je n'ai pas entendu de musique. Peut-être pourrez-vous l'entendre à nouveau. Que voulez-vous dire? Certains croient que la galaxie traverse un cycle perpétuel de naissance, mort et renaissance, que son histoire se répète à l'infini avec des différences qui ne sont que minimes. Mais cela signifie que je devrais à nouveau connaître la douleur. Vos paroles ne sont guère réconfortantes, Suran Riel Giriac. Suran soupira. Je reconnais que cette idée est également terrifiante. Vous ne semblez guère touché par ce qui va se reproduire. On ne peut y échapper, Morley Koish Kairi. Le plancher de la caverne se souleva. Suran fut projeté. Malgré son champ de force, contre le mur le plus éloigné, des objets divers l'accompagnèrent dans sa chute. Le crâne heurta la paroi et vola en éclats. Morley essayait de se protéger, mais il fut jeté à terre où il demeura étendu. Juste sous Suran, criant de douleur, essayant en vain de se relever, des quartiers de roche tombèrent du plafond. Il y eut quelque part un grondement violent, tandis que la caverne continuait à trembler. Puis ce fut le silence. Suran descendit jusqu'à l'angle formé par le sol et le mur où reposait Morley et se pencha sur lui. Dans les yeux de l'indigène se lisait la souffrance. De toute évidence, il s'était fracturé plusieurs os.
La pire secousse jusqu'à présent, murmura Morlaix. Ce qui l'a provoqué, je me demande. La lune a fini par tomber, assez loin d'ici, à mon avis. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que très bientôt, votre planète va être aspirée par son soleil, et que, presque au même moment, celui-ci ira rejoindre d'autres étoiles. Nous nous dirigeons tous vers le centre. Morlaix, quelques heures seulement après notre mort, il n'y aura plus qu'une masse unique englobant tout ce qui fut jadis notre galaxie. On pense qu'ensuite la masse explosera et que la galaxie prendra un nouveau départ. La mort est rapide, halta l'indigène, mais la vie met tant de temps à prendre forme. Voulez-vous m'accompagner, Arion Vamey demanda Suran. Il y a dans ma ville des moyens d'alléger votre souffrance. Je suis en train de mourir, dit Morlaix. Laissez-moi mourir en paix. Très bien. Suran chercha l'entrée de la grotte, mais elle avait été murée lors de la chute de la lune. Il revint vers la créature agonisante. Apparemment, me voilà pris au piège, dit-il. Morlaix se dressa sur un coude et montra une porte du doigt. Il y a plusieurs autres sorties. Il est possible que l'une d'entre elles ne soit pas encore bloquée. Merci. Adieu, Suran Riel Giac. Adieu. Suran savait que ses réserves d'énergie étaient en train de s'épuiser. Il plana à travers l'entrée obscure et écarquilla les yeux pour essayer de percer les ténèbres de la salle voisine. Elle était emplie d'objets de toutes sortes, peintures et outils. Il réalisait que Morlaix avait utilisé tout ce complexe de cavernes et l'avait transformé en un musée, un monument à la gloire de sa race massacrée. Suran éprouva pour la première fois ce qu'il pensa être un sentiment de culpabilité. Il traversa plusieurs pièces semblables, s'arrêtant seulement pour contempler un bas-relief très ancien qui semblait montrer que le peuple de Morlaix avait eu jadis des ennemis indigènes. C'était une scène de guerre. Les créatures simiesques repoussaient triomphalement quelques tribus de l'épicène, montis d'armes plus ou moins semblables. Il vit alors une fissure au plafond qui laissait passer la lumière. Il augmenta la puissance de son générateur et se faufila à travers la crevasse jusqu'à l'air libre. Il sursauta lorsque la lumière frappa ses yeux et les couvrit de ses mains. Il savait qu'il n'y avait plus beaucoup d'énergie dans son générateur portatif, mais il augmenta la puissance du champ autant qu'il le put, afin de repousser dans la mesure du possible la lumière et l'écrasante chaleur. Son regard balaya le flanc de la montagne, se dirigea vers la mer. Les eaux étaient en ébullition. Des nuages de vapeur tourbillonnaient autour de ce qui restait de Rion Vamey. De gigantesques et noires crevasses zébraient la montagne. Aussi vite qu'il l'osait, il commença à descendre. Son écran de protection vacillait un instant. S'il le lâchait complètement, Suran savait qu'il mourrait, d'une mort bien plus douloureuse et rapide que celle qu'auraient connue ses ancêtres avec leur peau épaisse. Il se téléporta au-dessus d'une crevasse nouvellement formée, et au même moment, le bord opposé bascula tandis qu'elle s'élargissait de plus en plus. Un grondement monstrueux emplit ses oreilles, la planète entière fut ébranlée. Avec un sentiment de panique croissante, il atteignit enfin l'autre côté. L'une des tours s'écroula tandis que l'autre oscillait. Chancelant sur ses bases, Suran sut que la machine avait fini par flancher complètement. Le ciel devenait de plus en plus brillant. Il eut la sensation que sa peau se couvrait de cloques. La surface, éloignée de la mer, bouillonnait et il pouvait entendre le sifflement des eaux quand elles se changeaient en vapeur. L'écran de protection vacillait de nouveau et les pieds de Suran frôlèrent les roches brûlantes. La plus haute des tours tenait encore debout, mais elle était loin. Il vit l'un des grands anneaux énergétiques qui avaient entouré la planète ployer, puis claquer, comme claque un fil d'acier lorsqu'on le sectionne. Les différents tronçons, violemment projetés en l'air, vibrèrent et se tordirent avant de retomber au sol. Une autre tour s'effondra dans la mer bouillante. Suran fut pris d'une défaillance. Sa vision se brouilla. Il savait qu'il allait bientôt mourir avant de pouvoir regagner la chambre où dormait Musrn. Tout autour, c'était le chaos, une terrifiante confusion de rochers fendant l'air et de vapeurs tourbillonnantes. Il ne pouvait plus voir Rion Vamey. Peut-être la ville de l'ultime espoir avait-elle disparu complètement. Le soleil augmenta encore de volume. Suran hurla de douleur.
Puis, planant toujours, il s'évanouit. Suran. Il faisait un peu plus frais. Il ouvrit les yeux et les plongea dans ceux de Misson, qui le contemplait empli d'angoisse. Suran, tu es vivant? Oui, je vis, mais je devrais être mort. Je me suis éveillé et je t'ai cherché. J'ai su alors que tu étais parti vers la montagne. J'ai pris une nacelle et me suis mis à ta recherche. Je t'ai trouvé sans connaissance et ramené à notre tour. Elle tient donc toujours debout. Elle ne tiendra plus longtemps. J'ai détourné toute l'énergie qui est restée à son profit. Je te croyais endormi, mon époux. Quelque chose m'a réveillé, la chute de la lune, je suppose, ou bien la prémonition du danger que tu courais, peut-être les deux. J'ai fait de sombres rêves, Suran, des rêves sur l'humanité. Ils t'ont tourmenté. Suran se redressa sur sa couche et tenta de se mettre debout sur le plancher vacillant. Les murs ne changeaient plus de couleur désormais, ils étaient vert pâle. Cela m'a fait du bien, Suran. Il vaut mieux mourir en aimant les hommes qu'en les haïssant. Suran acquiesça. Molay doit être mort maintenant. Molay, j'ai rencontré une créature sur la montagne, Maison, le dernier indigène vivant sur Tanet Tutak. Nos ancêtres ont fait périr sa race par le feu. Ils ont détruit toute végétation sur la planète. Lui a survécu. Pendant des siècles, et pourtant il ne connaît même pas la haine, seulement la détresse et la perplexité. Il n'a pas compris pour quelle raison nous avons massacré son peuple. Le savais-tu? Je sais seulement que les hommes ont anéanti ainsi beaucoup de races quand ils se sont répandus dans la galaxie. Éprouves-tu de la haine contre l'humanité maintenant? Non, mais je comprends son trouble. L'humanité est détruite à présent. Nous sommes probablement les deux derniers encore en vie, et nous serons bientôt morts. Mais les forces de la nature qui nous détruisent sont aveugles, elles le font sans réfléchir. Celles qui ont massacré le peuple de cette planète, ne l'étaient-elles pas aussi? C'est nous qui les avons massacrés. Oui, mais peut-être croyons-nous seulement que nous réfléchissions. Nous cherchons à justifier par la réflexion des actes que nous commettrions de toute façon. Musson acquiesça. Il s'approcha de l'une des deux couches et s'y étendit. C'est bien vrai que nous n'avons fait aucune conquête, dit-il, et maintenant c'est nous qui sommes conquis. Nous avons fait notre propre conquête, ayant mené cela à bien. Nous pouvons mourir à présent. Penses-tu que c'était là le but de notre existence? Je n'ai jamais cru que notre existence avait un but. Et pourtant, nos ancêtres ont cru à quelque chose dans ce genre-là, que nous avions été mis au monde pour apprendre l'amour. Ensuite, si nous réussissions, nous ne ferions plus qu'un avec l'univers. Misson ferma les yeux. Peux-tu faire entrer un peu de lumière, Suran, que nous puissions contempler ce monde une dernière fois? Suran effleura le mur et traça un signe. Le mur extérieur devint opaque, puis transparent, et des flots de lumière éclatante se déversèrent dans la pièce. Avec elle vint la chaleur, mais elle fut la bienvenue cette fois. Suran prit place sur sa couche et s'allongea. Il étendit le bras et prit la main de Misson. Dormons maintenant, dit-il, et le cœur rempli d'amour, ils s'endormirent. Alors Suran et Misson rêvèrent des hommes, ils rêvèrent de tout ce qu'ils s'étaient efforcés d'être, de tout ce qu'ils avaient accompli, de tous leurs échecs, et c'était un rêve tissé d'amour. Ils rêvèrent des étoiles et des planètes de leur galaxie, et de ceux qui avaient quitté la planète Terre tant de millénaires auparavant, ceux qui avaient exploré et détruit, et qui s'étaient ravalés au rang d'animaux, en croyant que la connaissance apportait l'amour et la sérénité. Ils rêvèrent, leur sembla-t-il, qu'ils voyaient se dérouler l'histoire de la galaxie, de sa naissance à sa mort. Ils assistaient à la formation de chaque étoile et de chaque individu qui avait reçu l'existence sur cette planète. Et dans leurs rêves, ils en vinrent à réaliser que le temps était une idée dénuée de sens, de même que la mort ne signifiait rien et l'identité pas grand-chose. Et tandis qu'ils rêvaient, la dernière tour sombra dans les flammes et Tanet sur Tac se jeta au sein rugissant de son soleil. Puis ce soleil vint se joindre à Cadel Star, et une centaine d'autres soleils se fondirent dans l'embrasement d'un globe unique. Ce fut le dernier brasier qui, brièvement, flamboya dans les ténèbres, puis à son tour, il fut englouti par la masse.
Et là où il y avait eu une galaxie, il n'y eut plus qu'obscurité, mais déjà quelque chose se produisait dans la masse, tandis qu'elle commençait à imploser sous l'immensité de son propre poids. Suran et Muson, ou quelque chose qui avait été eux, continuèrent à rêver, jusqu'au moment tout en moins où les lézards de lumière réapparurent de loin en loin, et où la galaxie commença à renaître comme Suran et Muson une éternité plus tard, renaîtrait peut-être aussi, car le temps ne signifiait rien, et la mort ne signifiait rien, et l'identité pas grand-chose.